Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de la Source. Au sommaire de ce journal, une nouvelle étape de l'opération Paroisse Mission lancée par le diocèse de Lyon, un bidonville éphémère à Rouen pour sensibiliser les habitants au problème du mal-logement et un colloque au Vatican sur la complémentarité homme-femme en présence du pape François. En fin de journal, vous retrouverez Cyril Le Peigneux et son invité du mardi. Cyril, quel thème a retenu votre attention cette semaine ? Alors avec Richard Prasquier, président honoraire du CRIF et président du Keren Hayesod France, nous reviendrons sur ce qui se passe à Jérusalem et sur les moyens de sortir de cette spirale de la violence. Vendredi dernier, le diocèse de Lyon a donc convoqué l'ensemble de ses acteurs pastoraux à Valpré. Ils étaient réunis dans le cadre de l'opération Paroisse Mission voulue par le cardinal Barbarin. Objectif, enrichir la réflexion menée au printemps dernier dans les doyennés à partir de l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, un moment d'échange sur les différentes initiatives qui ont germé dans le diocèse. Reportage François-Xavier Mathieu. Alléluia, chantons gloire à Dieu. Célébrons sa gloire en tout lieu. C'est dans la prière et autour de la parole de Dieu que près de 400 prêtres, diacres et laïcs en mission ecclésiale ont débuté cette journée d'échange sur la transformation missionnaire de leur paroisse. Une démarche lancée au printemps dernier à partir de l'exhortation du pape François, la joie de l'évangile. L'objectif, c'est celui-là. Alors, l'église de Lyon, elle est assez missionnaire ? Évidemment non. Bon, il n'y a pas non plus de raison de se décourager. Que pouvons-nous faire pour ? On sent bien qu'aujourd'hui, les curés, tous ceux qui animent les paroisses, essayent de trouver de nouveaux chemins pour l'annonce de l'Évangile. Le monde a changé, on n'est plus en chrétienté, il faut relever les défis d'aujourd'hui pour annoncer l'Évangile. Et l'idée, c'est de réajuster, en fin de compte, les paroisses à la mission de l'Église, qui est d'annoncer le Christ aujourd'hui pour les gens d'aujourd'hui. Cette journée était l'occasion d'une collaboration entre les acteurs pastoraux du diocèse. Clercs et laïcs ont partagé autour de leurs réflexions et leurs projets. Ils ont témoigné de leur expérience. Cette question d'évangélisation et de paroisse missionnaire rejoint le travail que nous faisons au niveau de la formation des équipes funérailles, ce qui me touche particulièrement puisque les funérailles sont un lieu d'évangélisation et un lieu où nous rencontrons beaucoup de familles qui sont en quête de sens, qui sont dans la peine, dans la souffrance. Je crois que l'Église est attendue là où ça fait mal et que c'est un lieu privilégié pour nous chrétiens d'annoncer notre espérance chrétienne et notre foi en la résurrection. Cette démarche se prolongera dans la prière jusqu'au 8 décembre 2015, date de la fête des Lumières. Lors de la prochaine messe chrismale, déjà, l'archevêque de Lyon enverra en mission l'ensemble des catholiques du diocèse. Ville-Église encore, la société Saint-Vincent de Paul, fondée par le bienheureux Frédéric Ozanam en 1833, fête cette année les 130 ans de son implantation à Marseille. Une messe a été célébrée pour l'occasion ce week-end à Notre-Dame des Accoules. C'est dans cette paroisse que fut créée la première conférence de Saint-Vincent de Paul en 1844. On part maintenant au Vatican où se déroule une sorte de mini-synode sur la famille. En vrai, 3 jours de colloques organisés par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Des leaders religieux et des chercheurs du monde entier discutent notamment de la complémentarité de l'homme et de la femme dans le mariage. Notre confrère de l'agence Immédia en reparlera d'ici peu. Mais avant, je vous propose d'écouter un extrait du discours d'ouverture du pape François avec cet avertissement « Ne pas tomber dans le piège d'être qualifié par des concepts idéologiques ». La famiglia è un fatto antropologico e conseguentemente un fatto sociale, di cultura, eccetera. E noi non possiamo qualificarla con concetti di natura ideologica che soltanto hanno forza in un momento della storia e poi cadono. Non si può parlare oggi di famiglia conservatrice o famiglia progressista. La famiglia è famiglia, ma non lasciarvi qualificare così di questo o di altri concetti, ma di natura ideologica. La famiglia è in sé, ha una forza in sé. Dans une semaine exactement, le pape se rendra à Strasbourg pour une visite éclair. Beaucoup attendent de lui une prise de parole sur la question des migrants. Entre-temps, le pape François a déjà évoqué ce thème dimanche à l'Angélus. Fratelli e sorelle. Frères et sœurs, In questi giorni a Roma ces jours-ci à Rome ont éclaté des tensions plutôt fortes entre résidents et immigrés.
Ce sont des choses qui arrivent dans diverses villes d'Europe, particulièrement dans des banlieues marquées par d'autres difficultés. Et j'invite les institutions à tous les niveaux à prendre comme priorité ce qui constitue désormais une urgence sociale et qui, si on ne s'en occupe pas au plus vite et de façon adéquate, risque de dégénérer toujours plus. Bien sûr, KTO va couvrir le voyage du pape à Strasbourg avec des flashs, des reportages et une émission spéciale. Vous retrouverez plus d'informations sur une page dédiée de notre site ktotv.com. Comme vous le disiez à Cyril Le Peigneux il y a quelques instants, la situation est explosive en Terre Sainte. L'actualité à Jérusalem retient évidemment toute l'attention des médias. Les chrétiens en France n'oublient pas, quant à eux, leurs frères du Moyen-Orient. Une journée de soutien aux chrétiens d'Irak était organisée ce week-end à Annecy. Dans l'église Sainte-Bernadette, on a pu notamment écouter des témoignages de réfugiés irakiens. Et la journée s'est achevée par une adoration d'intercession pour la paix au Moyen-Orient. On part en Angleterre où le synode général de l'église anglicane a définitivement approuvé hier à Londres la réforme historique en faveur des femmes évêques. Portée par l'archevêque de Canterbury et soutenue par le Premier ministre David Cameron, cette réforme avait été votée en juillet par les collèges des évêques, du clergé et des laïcs. Elle a ensuite été entérinée par le Parlement et la Reine en octobre. Les premières ordinations épiscopales devraient avoir lieu dès janvier 2015. Retour en France, à Rouen, ce week-end, un bidonville éphémère a été installé sur la place de l'Hôtel de Ville. Objectif, sensibiliser les habitants au problème du mal-logement. Une initiative portée par une quinzaine d'associations, dont le CCFD Terre Solidaire. Cet événement avait lieu à l'occasion de la 17e semaine de la solidarité internationale. Notre reporter Vincent Cotten s'est rendu sur place. Samedi, dans le centre-ville de Rouen, les passants ont eu la surprise de découvrir des logements très inattendus. Entre l'hôtel de ville fastueux et la cathédrale presque millénaire, se dressaient des baraques de tôle, de bâches et de carton. Un véritable bidonville au cœur d'un des quartiers les plus chics de la ville. Cette exposition choc voulait provoquer une prise de conscience sur le mal-logement. On se dit ça existe. De les voir en vrai. Les matelas, moi je trouve, la cuvette, l'eau, on n'a pas l'eau courante, on se dit mais aujourd'hui en France ça existe, là ça vous remue quelque part. Dans le cadre de la semaine de solidarité internationale, les organisateurs ont voulu aussi montrer la situation de mal-logement en France. Une situation qui se dégrade. Selon le collectif d'associations, près de 17 000 personnes vivraient dans 400 bidonvilles. Notre volonté vraiment de conscientiser, de la conscientisation de maximum de gens pour en faire un rapport de force politique, pour que le politique prenne en compte cette question de la précarité, soit pas simplement dans des relations d'aide, de subsides. C'est vraiment le modèle économique. Je pense que derrière ça, on est tous attachés à ce qu'on développe une autre ambition politique. De nombreux Rouennais et touristes ont afflué pendant ces quelques jours pour mieux comprendre cette détresse. Quant aux organisateurs, ils veulent développer cette exposition dans d'autres villes en France. Depuis avril 2014 et jusqu'au printemps 2015, la Fondation Jérôme Lejeune fête ses 20 ans à travers une série d'événements à travers la France. Créée par son épouse en 1994 à la suite du décès du professeur Lejeune, la Fondation milite pour la recherche scientifique, l'accès aux soins et la visibilité de la trisomie 21. Le siège est situé à Paris, dans le 15e arrondissement. Nous nous sommes rendus sur place à la rencontre de ceux qui font vivre les travaux du généticien 20 ans après sa mort. Reportage Coraline Salvoche. L'ambiance est calme dans les locaux de la Fondation Jérôme Lejeune à Paris. Mais derrière cette apparence paisible, c'est une révolution scientifique qui est en marche depuis 20 ans. En France, la Fondation Jérôme Lejeune est le premier financeur de la recherche sur les maladies génétiques de l'intelligence. Une mission toujours d'actualité 2 décennies après la mort du professeur. Maintenant, nous sommes connus et reconnus partout. Et c'est très bien parce qu'on a vraiment commencé tout petit avec rien dans mon appartement et quelques bénévoles. Et évidemment, notre but, c'est de trouver un médicament pour soulager ces patients et ces malades.
Pour ce 20e anniversaire, c'est la ballerine américaine Keenan Kampa qui est la marraine de cette année commémorative. L'objectif de ces 20 ans est simple, sensibiliser avant tout l'opinion publique. Beaucoup de choses ont été faites en 20 ans. Il y a encore un long chemin à parcourir, aussi bien sur un plan scientifique et peut-être davantage encore sur un plan moral, pour que chacun puisse trouver sa place dans la société et puisse retrouver sa dignité de personne. Alors qu'il fallut 2 ans à la Fondation pour être reconnue d'utilité publique en France en 1996, aujourd'hui le succès est au rendez-vous. 500 dossiers de recherche ont été financés à travers le monde et 4000 patients sont accueillis tous les ans dans l'Institut médical. Comme promis, voici la chronique de nos confrères de l'agence Immédiat à Rome. Antoine-Marie Isoire revient sur les dernières déclarations du pape en défense de la famille. Bonjour, certains reprochent parfois au pape d'être trop silencieux sur les questions de morale. Mais dans le très large entretien qu'il avait accordé l'été passé aux revues jésuites, le pape, le nouveau pape, avait alors confié que certains sujets sur lesquels tout le monde connaît la position de l'Église, eh bien ces sujets n'avaient pas besoin d'être abordés en permanence. Il suffit, expliquait alors le pape, d'en parler dans des contextes bien précis. Et l'actualité vient justement de lui offrir 2 contextes bien précis. Force est de constater que le pape a parlé avec clarté. La vie humaine est sacrée, l'avortement est un péché contre Dieu créateur. Voilà ce que le pape a proclamé devant des milliers de médecins catholiques italiens et il a choisi d'aborder ces sujets délicats sans aucun tabou. Sur l'avortement par exemple, il s'est montré particulièrement ferme. Ce n'est pas un problème religieux ni même encore philosophique, mais bien un problème scientifique. Le pape qui a également fait allusion à la PMA ou encore à la recherche sur les embryons pour parler à nouveau de péché lorsque l'on cherche, a-t-il dit, à fabriquer des enfants que l'on considère comme un droit au lieu de les accueillir comme un don. Avortement, euthanasie, PMA ou encore recherche sur les embryons, le pape avec force a fustigé la fausse compassion qui permettrait de justifier de tels actes dans nos sociétés actuelles. Et puis, c'est lors d'un colloque international ce lundi sur la complémentarité entre l'homme et la femme que le pape une nouvelle fois a pris la parole en termes clairs devant des représentants de toutes les religions réunis au Vatican. Il a soutenu que la famille demeure à la base de la coexistence, qu'elle représente une garantie contre la désagrégation sociale. Nous vivons, a dit le pape, dans une culture du provisoire, une culture dans laquelle de plus en plus de personnes renoncent à l'engagement public du mariage. Et comme si cela ne suffisait pas, il a rappelé que les enfants ont le droit de grandir avec un papa et une maman dans une famille, déplorant une véritable révolution dans les coutumes et la morale qui se ferait au nom d'une prétendue liberté. Liberté, a-t-il dit, entre guillemets, mais qui ne porte en fin de compte avec quelques dévastations matérielles et spirituelles dont les plus vulnérables sont les premières victimes. Le pape François, vous l'avez compris, c'est donc quand il faut parler de ces questions délicates, et il n'est pas impossible qu'il en touche encore un mot lorsqu'il prendra la parole devant l'Europe tout entière à l'occasion de son déplacement à Strasbourg. Ce sera la semaine prochaine. Le moment est venu de retrouver la chronique du Monde du mardi. Aujourd'hui, on retrouve Jasmin Lemieux-Lefebvre au Québec. Il nous parle du nécessaire réveil des fidèles en paroisse. Bonjour, alors l'hiver canadien est bien commencé chez nous, mais malheureusement, il y a un hiver qui perdure dans beaucoup de nos communautés paroissiales et il y a vraiment une volonté à travers le monde, mais je dirais de façon particulière ici, de pouvoir revigorer la vie paroissiale. Il y a eu, en fin de semaine dernière, à Montréal, une grande conférence sur la vitalité en paroisse. C'était pour le secteur anglophone du diocèse de Montréal. Qui est vraiment un secteur basé sur l'immigration. Et pour lancer le tout, conférence plénière était faite par les auteurs d'un livre phénomène aux États-Unis, en Amérique du Nord, qui s'appelle Rebuilt. Alors, l'abbé Michael White et l'un de ses associés laïcs, Tom Cochrane, qui ont une paroisse en banlieue de Baltimore qui allait très, très mal. Et en s'inspirant des méthodes évangéliques, mais en se centrant vraiment sur l'Eucharistie, ils ont réussi vraiment à réveiller les fidèles, aller chercher ceux qui avaient quitté. Et les gens s'intéressent beaucoup à tout ça et leur livre est un best-seller. Alors d'avoir leur témoignage ici chez nous, alors que du côté de Québec aussi, on s'intéresse à la question des paroisses parce que les 8 et 9 décembre prochains, il y aura un grand colloque sur la question. Vous savez, c'est l'anniversaire, le 350e de Notre-Dame de Québec,
qui était la première paroisse d'Amérique du Nord, au nord des colonies espagnoles. Alors, on va se poser aussi la question, comment réinventer la paroisse? C'est un défi que vous avez de votre côté et puis ça va nous faire plaisir de vous partager nos méthodes, nos façons de faire, mais surtout se rebrancher en la personne de Jésus pour mieux la proposer. À bientôt. Place maintenant au dossier. Quant à moi, je vous retrouve jeudi pour une nouvelle édition d'À la Source. Très bonne soirée à tous. Alors à l'heure où nous parlons, 4 Israéliens ont été tués ce matin et 9 autres blessés dans l'attaque d'une synagogue à Jérusalem par 2 Palestiniens, ensuite abattus par la police. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis plusieurs années dans la ville sainte, déjà en proie à des heurts quotidiens depuis juin. Bonsoir Richard Prasquier, vous êtes président honoraire du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et aujourd'hui, vous êtes président du Keren Hayesod France. Un mot ? Keren Hayesod, c'est une institution nationale israélienne qui a pour objectif de faire le lien entre les Juifs d'Israël et les Juifs de la diaspora et qui a pour but de venir à l'aide des Juifs les plus en détresse dans les difficultés sociales les plus importantes et également de renforcer tout ce qui a trait à l'identité juive dans le monde. Merci pour votre présence. Alors, tout d'abord, comment vivre le drame de ce matin sans laisser monter la colère et nourrir l'esprit de vengeance contre ces barbares qui arrivent avec hache, couteau, pistolet ? Vous l'avez dit, c'est, je pense, le terme de barbarie qui convient. C'est une tragédie. C'est la prière du matin, c'est 2 hommes qui entrent dans une synagogue, qui crient Allahu Akbar et qui ensuite tirent et tuent ceux qui sont présents et ceux qui sont en train de prier. 4 morts, plusieurs blessés, dont certains graves. Que vous dire, cela fait suite à d'autres événements de ces derniers jours, également très violents, où on a vu par exemple des militants palestiniens aller envoyer leur voiture sur la chaussée, sur le trottoir, et écraser les gens qui passaient. Il y a des enfants qui sont morts. Ou bien des Israéliens individuels assassinés, poignardés dans la rue. Je crois que nous sommes dans une phase effectivement extraordinairement inquiétante. Et depuis juin, on voit bien que ça explose un peu partout, quasiment tous les jours. Chacun peut se renvoie la balle. Mais quelles sont les forces en présence, en fait ? Alors, il faut bien comprendre la signification. Et je reviens encore à ce qu'ils ont dit. Allahu Akbar. Il y a un problème politique palestinien, discussions qui sont actuellement, comme vous le savez, qui sont plutôt au point mort, plutôt congelées. Mais au-delà de ce problème, et c'est cela qui est important, il faut bien comprendre que le mécanisme essentiel qui a fait agir ces 2 assassins d'aujourd'hui, comme il a fait agir d'autres assassins précédemment, ce n'est pas cela. C'est le fanatisme religieux, c'est l'endoctrinement religieux. Leur donner une raison, dire qu'ils ont fait ça parce qu'il y a tel et tel événement qui a eu lieu, qu'on a bloqué tel ou tel, que certains Israéliens sont allés monter sur le mont du Temple, ou bien des mosquées aussi, ce que d'autres appellent l'esplanade des mosquées, ou bien qu'il y a eu telle ou telle construction, c'est faux. C'est Allahu Akbar. Et le problème essentiel actuellement dans cette région, il faut bien comprendre que c'est un problème d'endoctrinement religieux fanatique. Si vous donnez des raisons, c'est comme si vous disiez qu'il y a des raisons objectives pour lesquelles ce Normand de 18 ans, converti à l'islam, converti en regardant Internet, et a des justifications pour être allé en Syrie et avoir commis l'acte barbare qu'on a vu le commettre sur Internet. Non. L'endoctrinement est terrible, c'est un endoctrinement qui vient de la part du Hamas et qui est déconnecté, contrairement à ce que les gens pensent, qui est déconnecté de la situation politique. L'endoctrinement du Hamas, il se résume très facilement. C'est une phrase, un article de la charte du Hamas que le Hamas a toujours refusé d'abroger. C'est l'article 7. Cet article 7 dit « Quand les temps viendront, chaque musulman devra
tuer un juif, les juifs iront se réfugier derrière les rochers et les arbres. Chaque arbre dira « musulman, il y a un juif derrière moi, tue-le ». Tous les arbres le diront, sauf un arbre qu'on appelle l'arbre juif. Celui qui ne refuse de tenir compte de ce qui est écrit dans cet article 7 de la Charte, et je vous recommande d'ailleurs de lire le reste de la Charte, parce que vous verrez qu'il n'y en a pas que contre les Juifs, ne comprend pas l'essence même du conflit actuel. Alors, on vous connaît aussi pour votre souci de justice et de paix entre les Juifs, les chrétiens et les musulmans sur cette terre. Alors, à quoi aspirez-vous en Terre Sainte aujourd'hui ? Ce que je veux dire, c'est que là-bas, malheureusement, ce n'est pas simplement une question de travailler sur un document et de signer un document. Parce que si ce document est un morceau de papier, ce morceau de papier peut être déchiré. Ce qu'il faut, c'est changer les esprits. Les esprits ont été éduqués à la haine. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que ce sont les enfants les plus jeunes qui sont actuellement formatés, incités à une haine épouvantable, et que, bien entendu, quand ça entre dans la tête d'un enfant de 4-5 ans, on peut imaginer qu'il y en a pour une génération. D'accord, on peut dire aussi qu'alors dans ce cas-là, du côté israélien, il y a aussi peut-être un sentiment de défense, de défiance, et peut-être de haine aussi qui s'est développé ? Oui, mais il ne faut pas les mettre au même niveau, tout simplement. Et vous ne trouverez pas d'Israéliens, et heureusement, qui feront des gestes comme cela. Enfin, il y en a peut-être qui seraient capables de le faire, hein, je ne dis pas du tout que... Mais disons, les structures de l'État empêchent de le faire, et là, disons, tout ce qui est dans notre morale, tout ce qui est dans notre histoire est absolument contraire à cela. Alors certains pointent quand même toujours ces histoires des colonies qui avancent et qui se développent comme cause de je vous le montée de la violence. Si vous estimez que la construction de certains appartements, et je vous le répète encore, si vous regardez exactement où ces appartements sont construits, il ne s'accompagne pas d'expulsion particulière. Si vous estimez que la construction de ces appartements, qui se trouvent dans des territoires qu'on peut qualifier de territoires disputés, si cela justifie d'entrer dans une synagogue et de tuer les personnes qui y prient, à ce moment-là, vous justifiez également, comme je vous l'ai dit, que le jeune Normand aille en Syrie pour décapiter des hommes parce qu'ils ne se soumettent pas au même islam que lui. Alors, vous parliez tout à l'heure du processus de paix qui, on peut le dire, stagne, voire recule. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont intérêt à ce que ça ne bouge pas, en fait ? Il est possible que dans certains plans politiciens, il y ait un intérêt à ce que la situation reste comme elle est. Ce serait dans quel but ? Parce que finalement, on arrive à contrôler cette situation, et de toute façon, il y a aussi l'autre élément qui est que beaucoup ont intérêt à mettre de l'huile sur le feu et aggraver la situation. On l'a vu à l'époque de la guerre de Gaza, où le Hamas a tout fait pour attirer sur des civils les ripostes israéliennes, de façon à montrer ensuite au monde, voyez ce que font les Israéliens. Cette espèce de jeu pervers, il a d'ailleurs assez bien réussi là-dessus, c'est un jeu pervers qui est terrible. Le point qui me paraît le plus important, et c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place, mais il faudrait que l'Europe s'en préoccupe, elle a complètement négligé l'incitation à la haine. Elle a complètement négligé ce fait majeur qu'on ne passe pas impunément pendant des années et des années sous des discours qui traitent l'ennemi, le juif et l'israélien, de fils de singe, de fils de porc. On a bien compris. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cette situation ? Parce que ça fait des années, ça ne bouge plus. Comment on fait pour s'en sortir ? Comment on arrête ? Parce qu'on n'a jamais... Disons, les Occidentaux, les Européens, se sont préoccupés de choses matérielles. Ils ne se sont jamais préoccupés de cet endoctrinement qui est l'élément fondamental. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Obama, à Hollande ? Oui, évidemment, personne n'a la formule magique. Personne n'a la formule magique. Mais il ne suffit pas
Il ne suffit pas de dire on va signer et on va dire que tel ou tel centimètre carré appartient à tel ou tel. Ça ne suffira à rien. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire justement au président américain, français, à l'Union européenne, comme vous disiez tout à l'heure? J'aurais envie de dire essayez de promouvoir les actions communes, essayez de faire que les uns et les autres se rencontrent. S'ils ne peuvent pas le faire d'eux-mêmes, s'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes, trouver des cadres dans lesquels ils soient obligés de se rencontrer. Mais voyez-vous, lorsqu'il y a, par exemple, des épreuves sportives, lorsqu'il y a des Israéliens d'un côté et que, par hasard, ils tombent sur une équipe arabe, l'équipe arabe préfère ne pas jouer contre eux, de façon à ne pas les reconnaître. Tant qu'on ne reconnaît pas l'autre, et ça c'est vrai des deux côtés, mais tant qu'on ne reconnaît pas l'autre, il n'y a absolument aucun espoir que cette situation s'améliore. Une dernière question avec une réponse brève, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous attendez des chrétiens dans ce conflit? J'attends des chrétiens tout simplement qu'ils cherchent à avoir une information qui ne soit pas biaisée comme malheureusement l'est une très grande partie de l'information que nous recevons de notre pays. C'est tout ce que je leur demande et qu'ils se fassent leur opinion sur une information objective. Eh bien, merci Richard Praski d'être venu nous apporter votre éclairage et je vous invite tous à regarder ce programme, à le revoir sur ktotv.com et je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Bonne soirée.